Enfin. Enfin l'année 2021 est terminée pour l'OL. Enfin, cette année 2021 cauchemardesque est terminée pour l'OL. Parce qu'en tant que supporter lyonnais, des années de merde j'en ai connu. Mais l'année 2021, je pense qu'elle a fait très très fort. Alors je suis pas là pour faire un bilan de la saison, je suis pas là pour faire un récapitulatif de la saison. Je suis là pour vous parler du match, évidemment, mais j'aimerais parler quand même un tout petit peu de l'année 2021, qu'on se remémore un petit peu tout ce qui s'est passé quand même et se dire bon, c'était compliqué, c'était une année de merde, espérons que 2022 soit mieux pour nous. L'année 2021 commençait de la meilleure des manières. On est champion d'automne en Ligue 1, on a 0 match à jouer en Europe. Que demande le peuple? Après, c'est la descente aux enfers. Des matchs nuls, des défaites à répétition, l'OL qui descend, 2e, 3e, 4e place. On perd des points qui étaient cruciaux dans les derniers matchs, je pense notamment face à Lille. Voilà, c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est le match contre Lille, où finalement on gagne 2-0 et on perd 3-2. Contre Nice, pareil, on a moyen de se qualifier en Champions League et on perd 1-0 chez nous, je crois qu'on perd 1-0 chez nous, bref. C'était un but de Saliba, là, de la tête, là. Bref, voilà. Une année 2021 cauchemar, une saison 2020-2021 qui commençait plutôt bien et qui se termine vraiment très mal. On est 4e, pas de Ligue des Champions, Rudy Garcia part, Memphis Depay s'en va avec de mauvais souvenirs. On commence la saison 2021-2022, on se dit bon allez, nouveau départ, c'est parti, Peter Bosz, nouveau coach, nouveau style de jeu, nouveaux joueurs, Emerson, double champion d'Europe, Jérôme Boateng, un des meilleurs défenseurs centrales du monde, un Lucas Paqueta prometteur, Anthony Lopez au top de sa forme, un Bruno Guimaraes au milieu de terrain absolument monstrueux. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Comment ça pouvait être pire et comment ça pouvait aussi mal se passer? Parce que la fin de saison 2020-2021 était absolument catastrophique et le début de saison 2021-2022 est également absolument catastrophique. Et me dites pas, ouais mais non ça va parce qu'en Coupe d'Europe on a gagné, on est premier, on est directement qualifié en 8e. En Europe on a joué contre les Rangers, le Sparta Prague et Brøndby les mecs. Oh, on se calme, on n'a pas joué contre le Barça, Naples, Borussia Dortmund et tout ça. Hein, calme, de là à dire qu'on fait un bon début de saison alors qu'en Europa League, ok, on gagne les matchs, mais on gagne contre des équipes qui ont un niveau encore plus faible que Metz, j'ai envie de dire. Metz qui sont 19e de Ligue 1, on n'arrive pas à les battre, par contre on arrive à cogner des Rangers, des Sparta Prague et des Brøndby, pour vous dire à quel point le niveau est extrêmement faible. L'année dernière, on est champion d'automne, là on est 13e. Vous imaginez 13e. Alors, d'un côté, moi je me dis, est-ce que Peter Bosz ne ferait pas finalement le chemin inverse de Rudy Garcia? C'est-à-dire que Rudy Garcia, il a fait une première partie de saison absolument géniale et une deuxième partie de saison absolument dégueulasse. Est-ce que Peter Bosz ne ferait pas le contraire? C'est-à-dire qu'il fait une première partie de saison absolument dégueulasse et une deuxième partie de saison, il va réussir à se rattraper et à ramener l'OL, voilà, dans les places qu'on veut, c'est-à-dire la deuxième, troisième place. C'est l'objectif de l'OL. Deuxième ou troisième place. Parce que le PSG, bon, ils seront premiers comme d'hab, donc c'est deuxième ou troisième place. Est-ce que Peter Bosz va réussir? Faudrait peut-être qu'il se fasse pas virer déjà. Moi j'aimerais qu'il ne se fasse pas virer, parce que j'ai encore confiance en Peter Bosz. Oui, je sais, je suis peut-être complètement fou, mais j'ai encore confiance en lui, donc ça me ferait chier qu'il se fasse virer. Mais honnêtement, là dans 2 heures, je vois un communiqué officiel de l'OL en disant que Peter Bosz n'est plus sous contrat avec l'OL, bah en vrai ça me choquerait même pas. Match contre Metz, je suis dégoûté en vrai, parce que Metz, tout le monde les cogne chaque semaine. Ok, ils ont fait un exploit là il y a quelques semaines en allant gagner à Nice, bon ok. Mais je veux dire, Metz, tout le monde les cogne, ils sont 19e, c'est 3 points normalement qui sont gratuits, voilà, c'est chez toi, c'est à la maison. Tu dois pas faire match nul contre ce genre d'équipe. Et encore, merci l'arbitre, parce qu'on prend un but, sérieusement, hein, à la 2e ou 3e minute de jeu. Il n'y a jamais hors-jeu. Il n'y a jamais hors-jeu. Je sais pas ce que font les arbitres, je ne sais pas à quoi sert la VAR, c'est catastrophique que ça soit en Ligue 1, en Première Ligue. À quoi sert la VAR? Je n'en sais rien. Bon là c'était en notre faveur, mais bon. Regardez, exemple tout simple, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de vous montrer avec mon téléphone, voilà la version Bled. On voit clairement Damien Da Silva, juste ici, qui est totalement collé à l'espèce de ligne là, qui fait le rectangle assez foncé. Et on a l'attaquant Nget, si je dis pas de conneries, là, de Metz, qui part et qui est quand même bien derrière la ligne là du rectangle, du rectangle foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Il n'y a jamais hors-jeu. Normalement, déjà, le premier but, il est valable, et si on le compte, bah ça fait 2-1 pour Metz. Voilà.
Après c'était prévisible, c'est sûr que Metz allait jouer comme ça, avec des grandes balles en profondeur, parce que quand t'as un système à 3, comme ça, un 3 défenseurs, et on va en reparler après de ce système, où justement tu mets Boateng et Da Silva en tant que défenseur dans cette défense à 3. Damien Da Silva qui est complètement lent, Boateng j'en parle même pas, il a énormément de qualité mais la vitesse c'est clairement son plus gros défaut, et que en face du côté de Metz t'as des joueurs offensifs qui sont absolument... Voilà, c'est des fusées devant. En vrai, j'en perds mes mots. J'ai du mal à faire ce débrief. Pour vous dire la vérité, je suis en galère. Je perds mes mots. Je suis dégoûté d'être 13e de Ligue 1. Ça m'écœure. Vraiment, ça m'écœure. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que là, vraiment, j'ai du mal à faire ce débrief. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots, clairement. Ouais, je disais que voilà, Damien Da Silva et Jérôme Boateng, clairement, la vitesse c'était pas leur fort, alors qu'en face justement à Metz ils ont des joueurs offensifs où eux justement la vitesse c'est leur point fort, donc forcément Metz allait en abuser de ça, et ils ont réussi, notamment sur la première action qui est censée faire but. Maintenant voilà, le système 3-4-3, Peter Bosz, je t'aime, je t'adore, tout ce que tu veux, j'ai encore confiance en toi, pardon, mais il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes ce système parce que les joueurs n'y arrivent pas. Le problème principal de ce système, c'est que t'as tes 3 défenseurs qui, lorsqu'ils sont en possession du ballon, n'arrivent pas à trouver les milieux. Les 2 pistons sur les côtés parce que ils sont pris au marquage par des joueurs de Metz, des joueurs adverses. Et au milieu, on a 2 joueurs qui ne font pas les efforts. Ce soir, c'était Thiago Mendes et Maxence Cacré qui, en première mi-temps, ont été totalement inexistants. Maxence Cacré a fait 2 trucs sympas, mais voilà. Thiago Mendes, il était loin d'avoir fait un bon match, alors que Thiago Mendes avait été plutôt satisfaisant sur les matchs précédents. Donc à partir du moment où t'arrives pas à trouver tes 2 milieux, t'arrives pas à trouver tes pistons, comment tu veux relancer? C'est pas Moussa Dembélé qui est en pointe qui va revenir là aider et apporter le surnombre au milieu de terrain, c'est pas possible. Il faut jouer en 4-3-3. 4-3-3 c'est le système que quasiment tout le monde utilise parce que c'est le meilleur, c'est le, je vais pas dire le plus simple parce que c'est pas vrai, mais c'est la simplicité mais l'efficacité en même temps. C'est-à-dire que c'est simple mais efficace. Et c'est ça qu'il faut. Parce que si tu commences à faire des systèmes 3-4-3, 4-4-2, etc., où les joueurs ne sont pas habitués, forcément tu vas te noyer. Après j'en voyais qui disaient « Oui mais si tu joues en 4-3-3, les 2 latéraux ne peuvent pas monter ». C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas parce que tu joues à 4 derrière que voilà, Malo Gusto et Emerson ne peuvent pas monter. C'est totalement faux. Alors forcément après tu dois faire les replis défensifs. Certes, t'as moins le droit à l'erreur parce que au lieu d'être 3 derrière, vous êtes que 2, donc forcément faut vite faire le repli défensif si tu veux pas te prendre un but, mais c'est totalement faux. Tu peux monter si t'as confiance. Donc voilà, ce système-là, il faut clairement arrêter parce que l'OL n'y arrive pas. Revient en bon 4-3-3, Peter Bosz l'a fait justement, effectivement il a fait beaucoup de changements à la mi-temps, il est revenu en 4-3-3 où à un moment il est passé en 4-4-2 sur la fin avec Islam Slimani, Moussa Dembélé, bref trouve un système, mais en tout cas le 3-4-3, t'as essayé sur 3 matchs, Bordeaux, Lille, Paris FC, et là du coup t'as essayé une première mi-temps, allez on va dire 3 matchs, et voilà. Bordeaux, match nul, Lille, match nul, Paris FC, bon certes le match n'était pas fini, pardon, mais bon, match nul quand même, et là, il y avait combien à la mi-temps? Il y avait 0-0, donc ça fait encore 4 matchs nuls. Donc voilà, vraiment arrête ce système parce que les joueurs ne savent pas l'exploiter. Mis à part ça, Peter Bosz, il faut m'expliquer également comment tu peux mettre Bruno Guimaraes sur le banc. Je veux dire, c'est le meilleur joueur depuis le début de la saison avec Paqueta. Paqueta, je vais y revenir parce que Paqueta, depuis quelques matchs, ça me plaît un peu moins quand même. Mais Guimaraes sur le banc, qu'est-ce qui te prend? C'est le meilleur joueur. C'est comme si au PSG, t'enlevais Mbappé. C'est pareil. T'enlèves le mec qui... Là, c'est pas le même poste, donc c'est pas comparable, mais voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu et de faire la comparaison. Mais Guimaraes est la personne qui illumine le jeu de l'OL, il a une vision du jeu absolument incroyable, il arrive à créer des décalages, à créer des transitions. Mais Guimaraes, il est très bon également dans les petits espaces, il fait vraiment la différence. Et à sa place, tu mets Cacré qui, depuis le début de la saison, est vraiment zéro. Cacré, je veux dire... on l'a même vu ce soir, c'était compliqué encore. Cacré, je sais pas ce qui lui arrive. Cacré, c'est vraiment l'ombre de lui-même. Depuis le début de la saison, beaucoup de pertes de balles, les transmissions sont mauvaises, il perd énormément de duels, je reconnais pas le Cacré. Je reconnais pas le Cacré que je connaissais la saison dernière, lors du Final 8, etc. Où est passé mon Maxence Cacré? Putain, mais j'en perds mes mots, j'arrive pas à faire ce débrief, c'est chaud quand même. Bref, Guimaraes, c'est l'homme que tu peux pas retirer. Actuellement, c'est vraiment lui, le leader du milieu de terrain, donc si t'enlèves Guimaraes, c'est comme si, voilà, tu te mettais des bâtons dans les roues. Voilà, l'expression porte bien son nom, des bâtons dans les roues. T'enlèves Guimaraes,
tu pars avec un handicap. Parce qu'avant, même si Guimarães n'était pas non plus dans un grand soir, on avait quand même Lucas Paqueta. Qu'est-ce qui t'arrive, Paqueta? Je sais pas. Moi, je vois que ça. Hein. Le melon. Voilà, pris la grosse tête. Les chevilles, ça va les chevilles, monsieur Lucas Paqueta? Je sais pas. J'ai l'impression que Paqueta, on lui a trop donné notre amour, et il le méritait parce qu'il faisait des prestations absolument incroyables, et ça faisait des années que j'avais pas vu un joueur comme ça à l'OL. Mais je trouve que Paqueta, il a pris le melon. Et que ça se ressent du coup sur ses performances qui sont beaucoup moins bonnes. Avant Paqueta, c'était la simplicité, il faisait toujours le geste juste, quand il devait éliminer, il faisait un dribble, là, il le fait pour rien. C'est-à-dire que là, même si c'est pas obligatoire, même si c'est pas pour éliminer, il veut faire des gris-gris, des petits passements de jambes, tout ça, alors que c'est totalement inutile. Et après, t'as une perte de balle, t'as une vague qui se crée au milieu de terrain, parce que Paqueta, c'est un homme qui... sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel le groupe a de la confiance, donc forcément quand Lucas Paqueta a la balle, le bloc monte, sauf que dès que Lucas Paqueta fait un gris-gris en trop, que la balle est perdue et qu'après t'as une contre-attaque, bah c'est pas la même chose. Donc pour moi Paqueta a vraiment trop pris la confiance, faut qu'il redescende à mon avis un tout petit peu sur terre, et voilà, parce qu'actuellement il est beaucoup moins efficace, et Lucas Paqueta depuis quelques matchs, bah j'aime pas du tout. Voilà, quand c'est bien, je le dis, quand c'est pas bien, je le dis également. Celui que je vais féliciter, c'est Ryan Cherki, ce soir, qui a d'ailleurs remplacé Lucas Paqueta à la mi-temps. Ryan Cherki, ce que j'ai beaucoup aimé, mis à part sa prestation, évidemment, voilà, il déborde, il percute, il provoque, ça comme d'habitude j'aime, mais j'ai beaucoup aimé son comportement ce soir, c'est que j'ai vu Ryan Cherki faire des replis défensifs, bordel. Et je le dis, je suis trop content, parce que vraiment, Ryan Cherki qui fait des replis défensifs, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Donc franchement je suis content et j'applaudis. Bravo Ryan, continue vraiment parce que voilà, Ryan Cherki avant, voilà, il débordait, il percutait, mais dès qu'il perdait le ballon après il marchait, il s'en foutait. Là non, il est venu faire les efforts défensifs, il est venu soutenir Malo Gusto sur le côté droit, donc franchement très très bonne mentalité, j'ai beaucoup aimé Ryan Cherki ce soir. Loukeba, t'es en train de m'atteindre là, alors Loukeba fait pas comme Paqueta hein. C'est pas parce que je te félicite, c'est pas parce que je te jette des fleurs que faut que tu prennes le melon et qu'après tu fasses que des conneries avec Boateng derrière. Hein, non, je rigole, mais Loukeba j'aime beaucoup. Et ce soir, il marque un but de la tête et qu'est-ce que j'étais content pour lui. C'est rare que je ressente ça pour un joueur, en fait, que je sois content pour un joueur dès qu'il marque. Forcément, bah quand il y a un but d'Aouar, de Dembélé ou quoi, bah forcément, but de l'OL, je suis content. Mais ça atteint pas la personne, en fait je sais pas comment l'expliquer, et là voir que c'est Loukeba, un petit jeune comme ça, qui prend des responsabilités, qui a fait une progression de fou, parce que quand j'ai vu Loukeba au début de la saison, je repense à son match face à Angers, et le match qui sort maintenant, aujourd'hui les matchs qui sortent maintenant, notamment à Bordeaux, le match qui a sorti également contre Lille, là le match qui sort également ce soir, ben, je suis vraiment content pour lui, et Loukeba c'est vraiment un très très bon petit jeune, et je suis vraiment content. Malheureusement, juste après ce but, pour gâcher la fête, 30 secondes après, et j'abuse pas, c'était vraiment 30 secondes après, on a un joueur de Metz qui déborde, qui centre pour Traoré qui contrôle, qui feinte Malo Gusto, qui frappe, Lopez touche le ballon, malheureusement il a pas la main assez ferme, ça rentre, un partout. Et on prend un but, vraiment, 30 secondes après le but de Loukeba. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment regrettable. Je suis déçu, frustré, 13e place, je pense que j'ai rarement connu pire depuis que je supporte l'OL. J'ai eu du mal à faire ce débrief pour vous dire la vérité, parce que là j'ai donné à peu près voilà mon point de vue entier sur le match, hein. Je pense que j'ai fait le tour, hein. De tout ce que j'avais noté en tout cas j'ai fait le tour. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire ce débrief, vraiment. Il y a des moments où j'ai bégayé, où j'ai eu des hésitations, parce que je suis déçu, je suis abasourdi, je sais même pas quoi dire en fait. J'espère juste qu'on va réussir à relever la pente. J'ai confiance en Peter Bosz, encore bordel de merde. Je pense que ça va mettre du temps, mais une fois que ça va coller, ça va rouler. Malheureusement, pour le moment, ça n'a pas collé. C'est regrettable, oui je sais. Malheureusement, il va falloir continuer à faire les efforts. Tous ensemble, je veux un Olympique Lyonnais qui revient en 2022, soudé, groupé, main dans la main, et prêt à aller chercher cette putain de 3e ou 2e place pour se qualifier en Ligue des Champions. Parce que si on ne termine pas en Ligue des Champions l'année prochaine, ça serait une énorme, énorme, énorme désillusion. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je m'excuse une nouvelle fois si le débrief n'a pas été aussi qualitatif que d'habitude. Voilà, je l'ai dit il y a quelques secondes, mais j'ai eu du mal à trouver mes mots, tellement la tristesse
et profonde ce soir. 13e de Ligue 1, année 2021 oubliée pour l'OL, année 2022 a bien recommencé pour l'OL, à reprendre sur de bons rails. Voilà, j'ai confiance en mon OL et j'espère qu'ils ne me décevront pas. Voilà, année 2021, année 2022, on s'ouvre à elle. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite, bien évidemment les amis, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain, 18 h, pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et allez l'OL.